Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Dialogue francophone sur la chaîne 9, réseau de Comcast, la chaîne 15, réseau RCN. Aujourd'hui, nous allons parler de l'emploi aux États-Unis, la vie des travailleurs dans ce grand pays de l'Amérique du Nord avec Madame Françoise Carré. Elle est chercheure à l'Université du Massachusetts, ici à Boston. Madame Carré, bienvenue à Dialogue francophone. Bonjour, Monsieur Cajuste. Eh bien, juste avant de parler de ce que vous faites, en fait, de travail, de recherche à UMass, brièvement présentez-vous à ceux-là qui regardent cette émission. Vous êtes né au Sénégal. Oui, effectivement, je suis née il y a bien longtemps à Dakar, au Sénégal. À l'époque, quand je suis née, c'était le centre administratif de tout un territoire colonial de la France. C'est devenu indépendant, un pays indépendant en 1961. Et j'ai donc fait ma scolarité dans le Sénégal indépendant. Et dans un système scolaire sénégalais. Oui, mais c'était quand même une période assez mouvementée, la période de la révolution, de l'indépendance de cette partie importante de l'Afrique de l'Ouest. C'était une période très, très optimiste. Le mouvement l'indépendance a été progressive, ça n'a pas été... c'était une indépendance pacifique, à bien des points de vue. Et c'était une période très optimiste parce que on nous faisait étudier à l'école l'histoire africaine précoloniale, l'histoire mondiale et la littérature africaine francophone de Léopold Senghor, Léopold Sédar Senghor, Camara Lai, Birago Diop et d'autres écrivains francophones d'Afrique de l'Ouest. Donc, d'ailleurs, Sédar Senghor est devenu le premier président du Sénégal indépendant. Et est-ce que ces œuvres vous ont marqué? J'ai appris ces poèmes pour apprendre la récitation qui était à l'école primaire. Comme j'ai appris d'autres poèmes, et donc ils ont eu une influence comme tous les poètes que j'ai pu étudier. Il avait écrit également les paroles de l'hymne du Sénégal, que je connais bien. Ah bon? Oui, parce qu'on le chantait à l'école. Et toute sa vision de la beauté de l'Afrique, la richesse culturelle de cette région, il l'a beaucoup célébré. Et en tant qu'enfant, on est marqué par des images comme celle-ci. Et né au Sénégal de parents français, je crois que vos parents vivaient en Algérie? Alors, j'ai un père qui a grandi au centre de la France et ma mère était elle-même élevée, elle est née et elle a vécu jusqu'à sa vie adulte en Algérie. Ses parents étaient immigrants qui venaient de la Corse, qui est aussi une île française, mais qui a un héritage... un peu colonial également. Et donc, en tant qu'adulte, avec mon père, ils se sont installés au Sénégal. Et donc, elle a grandi en Algérie, aussi en francophone expatrié. Et puis, quand on parle de l'Algérie à cette même période, au moment de l'indépendance du Sénégal, c'était l'indépendance. C'était pas une indépendance pacifique avec la guerre d'Algérie. Tout à fait. La guerre d'Algérie a été vraiment une guerre d'indépendance avec un aspect de guérilla urbaine et aussi de lutte dans les campagnes. À cette époque-là, ma mère n'habitait plus en Algérie et sa famille avait émigré. À part ses parents, tous ses frères et sœurs étaient déjà partis. Elle s'est installée en France et puis après en Afrique de l'Ouest. Donc elle n'était pas là pendant la période la plus difficile de transition. Mais sa mère était très âgée et est restée en Algérie jusque dans les années 69
jusqu'à la fin, jusqu'à qu'elle soit malade, et après elle est rentrée en France. Et comment cette période et cette enfance et en Afrique de l'Ouest vous a marqué? M'a marqué. Moi, ça m'a appris que le monde était plus grand que la France. Ça m'a donné une identité en tant que personne qui a une culture française un peu, mais qui n'est pas vraiment française, complètement au fond. Et ça m'a fait apprécier. J'ai l'impression d'avoir eu énormément de chance, de pouvoir vivre dans un milieu complètement différent de celui que mes parents connaissaient, de celui que les jeunes enfants français connaissaient. Grandir j'aime beaucoup le Sénégal, les gens m'ont bien traité, j'avais des amis à l'école et j'ai appris des choses que je ne connaîtrais pas autrement. Et en plus, le fait d'être allé à l'école après l'indépendance, ils ont changé le curriculum d'histoire et de géographie. Et j'ai surtout étudié l'histoire mondiale et ça m'a donné une vision du monde plus grande que si j'étais restée dans un seul pays et avait étudié que l'histoire de la France. À l'âge de 15 ans, je ne connaissais pas très très bien l'histoire de la France. Mais quand même, né de parents français, et puis quand on parle de la guerre d'Algérie, c'est quand même une guerre qui a créé pas mal de remous et sur le plan politique en France. Est-ce que parfois, au cours de certaines discussions, vous avez à choisir entre la position d'une Française née en France ou bien, n'est-ce pas, une Française qui est née en dehors de la France? J'étais très jeune pendant la guerre d'Algérie, donc moi je n'ai pas eu à émettre d'opinion, mais je me souviens très très bien qu'il était impossible pour des Français d'Algérie d'avoir une conversation sur la guerre de l'indépendance sans une énorme bataille verbale. Parce que les gens avaient c'était très douloureux dans tous les côtés. Et il y a une certaine amertume de la part des Français d'Algérie parce qu'ils ont perdu beaucoup. Ils ont perdu leurs emplois, ils ont perdu leur maison, ils ont dû partir très vite. Et quand ils sont arrivés en France, ils n'étaient pas très très bien reçus parce que les gens de France... C'était les pieds noirs. C'était les pieds noirs et on les appelle les pieds noirs. Et les gens de France, une fois qu'on n'habite pas en France, les gens de France ne se concernent pas tellement des Français à l'étranger. Et c'était des gens en Algérie qui avaient des familles qui étaient restées en Algérie 2 générations, même plus. Et donc il y avait une sorte de distance. Et je sais que ma mère a beaucoup ressenti ça quand nous sommes revenus en France en 69. Et elle avait passé sa vie adulte à l'étranger, enfin sa vie à l'étranger jusqu'à l'âge de 42. Et quand vous dites année 69, c'est quand même une année après une autre période assez mouvementée en France, l'année 68. Oui, tout à fait. Oui. Je suis arrivée à Paris et je suis allée au lycée et il y avait des posters et encore des signes et des graffitis partout qui dataient de mai 68. Oui, tout à fait. Et oui. Mais à regarder, n'est-ce pas, vos travaux de recherche, vous vous intéressez beaucoup à l'emploi, à la vie des travailleurs. Est-ce que ça a un certain rapport avec votre enfance, le fait de s'intéresser, je dirais, aux démunis en quelque sorte? Alors, ce que je peux dire, c'est que quand j'ai commencé mes études d'économie, je pensais devenir un économiste du développement. Et quand je suis venue aux États-Unis et j'ai réalisé que j'allais rester aux États-Unis, j'avais épousé un Américain, je me suis réorientée sur l'économie du travail et je me suis intéressée beaucoup au sujet de qualité de l'emploi, de chômage et de relations industrielles. Avec le temps, parce que ma spécialité, c'est le travail temporaire, le travail, ce qu'on appelle en anglais casual, le travail précaire. Et avec le temps, j'ai développé de nouveaux contacts avec des chercheurs qui travaillent dans des pays en voie de développement. Et maintenant, je travaille sur le travail informel, c'est-à-dire les vendeurs des rues, les collecteurs de déchets, les femmes qui travaillent à la maison en sous-traitance.
Et donc, j'ai trouvé moyen d'organiser mon travail de telle façon à ce que je m'occupe de sujets de précarité, de questions de qualité d'emploi et des questions du lien entre les revenus de l'emploi et la pauvreté. Et qu'est-ce qui vous pousse, qu'est-ce qui vous a poussé, en quelque sorte, à choisir et à porter un certain intérêt à de tels sujets? C'est le fait de voir le monde comme il est. Je sais que c'est impossible quand on vit dans un pays comme le Sénégal, même si on est très très privilégié et qu'on est français et qu'il y a beaucoup de distance quand même, de social entre les gens, entre les Français et les Sénégalais, et surtout les Sénégalais des campagnes et les Sénégalais pauvres, c'est impossible de ne pas savoir concrètement que les gens ont beaucoup moins que nous. Et ça a motivé mon intérêt de recherche et de faire des recherches appliquées et de toujours poser la question de pourquoi est-ce que les choses sont comme ça et comment est-ce qu'elles peuvent être améliorées. De la période et des années, je dirais, 80, probablement, quand vous avez pensé à étudier peut-être l'économie, au 21e siècle, on parle maintenant de mondialisation. Dans quel sens les nouveaux rapports économiques entre les pays industrialisés, entre le Nord et le Sud, je dirais, changent la vie des travailleurs, même en Occident? C'est une question profonde et difficile. À beaucoup de niveaux. Il y a, au niveau le plus concret, c'est que en tant que consommateur, je crois que la chose la plus frappante, c'est que maintenant les gens des pays développés ont deux intérêts divergents. Ils ont un intérêt en tant que consommateurs et un intérêt en tant que producteurs. En tant que consommateurs, à certains points de vue, ils bénéficient énormément de la mondialisation. C'est-à-dire, quand on va à Walmart, on achète un petit ordinateur pour $200, oui. Mais on ne pense pas et pourquoi cet ordinateur coûte $250 s'il y a des emplois, n'est-ce pas, avec ce phénomène de délocalisation, les industries américaines qui vont en Chine, etc. Voilà. Alors, il y a ça, il y a le fait qu'on a accès à des tas de produits, en nourriture, par exemple, qui sont beaucoup plus variés en tant que consommateur. En tant que producteur, on a donc ce problème effectivement que la capacité productrice est exportée de plus en plus, qu'il y a une compétition beaucoup plus directe, soit parce que les entreprises s'installent à l'étranger, soit parce qu'il y a même l'importation ou des projets qui sont internationaux, si bien que les travailleurs peuvent venir et travailler virtuellement, et donc ils peuvent être localisés dans n'importe quel pays, et qu'il y a beaucoup de pays qui ont des coûts des standards de vie beaucoup moins élevés. Il y a le fait que les travailleurs américains, ils sont dans un système le système américain où on n'investit pas beaucoup dans l'éducation, on n'investit pas beaucoup dans la reformation des gens, mais eux, ils sont en compétition avec des gens qui habitent dans des pays où le gouvernement a investi dans l'éducation primaire, l'éducation secondaire, a investi dans les programmes de formation professionnelle. Particulièrement ce qu'on appelle les pays émergents, situés notamment en Asie du Sud-Est. Voilà, alors l'Asie, et puis le Brésil. Et le Brésil, tout à fait. Donc, il y a le fait et de plus en plus l'Europe de l'Est, qui pour les professions un peu plus élevées, il y a maintenant plus de compétition. Les ingénieurs, les ingénieurs électroniques, les ingénieurs mécaniques, les professions de paramédicales. Et ça pose problème au niveau de l'Union européenne. On entend parler effectivement de cette compétition des pays de l'Est pour l'Union européenne. Donc pour les travailleurs des pays développés, c'est un mélange. À court terme, il y a beaucoup de menaces sur les salaires. Au moyen terme, il y a quand même le fait que les travailleurs et le pays bénéficient du fait qu'il y ait plus d'échanges et beaucoup plus de formations différentes et des choses à apprendre. Je crois que beaucoup de personnes qui ont peut-être des opinions
inquiètes envers la mondialisation apprécient aussi le fait que dans leur lieu de travail, ils ont contact avec des tas de gens différents et des tas de cultures différentes. Mais à la fin de la journée, à qui profitent réellement ces échanges? C'est une... Go ahead. Oui, par exemple, quand on vit en Occident, on investit dans les grandes compagnies. Par exemple, on achète des bons au niveau de certaines compagnies qui investissent à l'étranger. À la fin de l'année, on reçoit pas mal d'argent comme bénéfice. Mais on ne pense pas à ces nombreux travailleurs qui sont au chômage ici aux États-Unis. Oui, tout à fait. Non, c'était... jusqu'à présent... je peux vous donner une opinion en tant que citoyen, enfin en tant que personne. L'opinion en tant que chercheur, elle est moins bien développée parce que je ne suis pas macroéconomiste. Mais en tant que personne, je sais que les bénéfices de la mondialisation, pour le moment, tendent à filtrer vers le haut, à monter vers le haut. Ils sont concentrés dans les mains de certaines entreprises, ils sont concentrés dans le haut de ces entreprises. Oui. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a certains bénéfices dont la société en général ne bénéficie pas, il y en a. Mais pour le moment, les bénéfices de la mondialisation sont de plus en plus concentrés dans les pays riches et à l'intérieur des pays riches, dans certaines classes sociales et dans certaines occupations et certaines professions seulement. Et c'est un très très gros risque pour toutes les sociétés. Et c'est le problème économique le plus important que nous ayons, le challenge économique le plus important que nous ayons tous. Et par exemple, actuellement, et si on va essayer de faire du concret, sur quel projet exactement vous travaillez et parlez-nous un petit peu également des recherches que vous avez effectuées au cours de ces dernières années. OK. Alors, j'ai un projet, je vais vous parler de 2 projets de recherche. Un projet très pratique qui est de travailler avec des organisations à but social qui ont créé des petites entreprises pour être intermédiaires entre des gens qui cherchent de l'emploi et des employeurs. Et les personnes qu'ils aident sont des personnes qui cherchent de l'emploi et qui n'arrivent pas à trouver de l'emploi eux-mêmes. Ça, ce sont des agences d'emploi. C'est comme des agences temporaires d'emploi, mais qui se mettent, parce qu'elles représentent des candidats à l'emploi qui n'ont pas, par exemple, pas d'expérience récente, qui sortent peut-être de prison, qui ont des gros obstacles devant eux, et que la façon dont les entreprises font leur tri maintenant entre les candidats est devenue tellement systématisée que ces genres de personnes sont évincées d'une possibilité d'emploi. Donc c'est ces entreprises, vraiment, ces entreprises à but social travaillent vraiment dans certains quartiers de grandes villes, vraiment pour aider les gens à avoir l'accès à l'emploi. Alors c'est un type de recherche très pratique et qui pose des questions sur qui vous aidez, comment vous les aidez et qu'est-ce qui leur arrive après. Et c'est un type de travail. L'autre est plutôt un projet qui est, à mon avis, à grand intérêt actuel. C'était un projet sur les travailleurs de base dans la grande distribution, les travailleurs dans les supermarchés et dans les grands magasins big box, comme Walmart. Les grands magasins comme ça, et surtout les supermarchés, donc la grande distribution de l'alimentation. Et donc, nous avons fait des études dans les entreprises et nous avons interviewé les personnes en haut de l'entreprise, les directeurs des relations humaines et des gérants de magasins, et pour essayer de comprendre comment le travail se fait et quelles sont les pressions sur les travailleurs, quels sont les revenus des travailleurs et comment ce milieu d'emploi est en train d'évoluer et quelles sont les chances des travailleurs d'avancer. Et en fait, c'est un projet ambitieux et c'est également un projet qui est un peu difficile parce que c'est un secteur de l'emploi où les salaires sont très bas, les horaires sont difficiles, mais d'un autre côté, c'est un secteur de l'emploi où on peut avoir accès à l'emploi assez facilement et sans beaucoup de diplômes, on peut aussi avancer un peu. Et c'est donc un sujet et un secteur qui a beaucoup, je vais me permettre un mot anglophone, de relevance pour beaucoup de gens. Quand on regarde un peu les quartiers de Boston et on demande aux gens où est-ce que vous travaillez, très souvent ils disent j'ai commencé, j'ai pris
dans le supermarché du coin ou dans la grande distribution. Oui, mais est-ce que pour cette recherche, il y a, et si je comprends bien, un cadre géographique, ça se situe dans la région du Massachusetts. Est-ce qu'il y a également des filières bien spécifiques qui sont concernées par cette recherche? Quand je parle de filières, est-ce que c'est l'automobile, est-ce que c'est la technologie, est-ce que c'est l'habillement, etc.? Voilà, alors c'est un projet national et nous avons des entreprises, nous avons fait des interviews au niveau national. Pour les contraintes de la recherche, c'est que nous ne pouvons pas identifier les entreprises. Donc nous identifions par région, donc nous avons fait des distributions géographiques. Les filiales sont vraiment l'alimentation, c'est-à-dire les grands supermarchés et les petits supermarchés, les formats supermarchés traditionnels, mais aussi les warehouse stores. Pour la deuxième filière, c'est électronique et équipement électrique. Et vous avez des formules big box et vous avez également des formules plus petites, ou alors des formules très spécialisées de haute gamme. Et la nature des emplois varie selon les filières dans lesquelles dont vous parlez. C'est un secteur très intéressant aussi parce qu'il y a beaucoup de travailleurs à temps partiel. C'est aussi un secteur où on voit l'évolution de l'emploi de base. C'est un secteur qui a tendance à innover, c'est-à-dire que ce qui se passe dans la grande distribution va finir par se retrouver peut-être plus tard dans d'autres secteurs. Et dans ce que l'on voit par exemple dans la grande distribution, c'est une baisse des horaires des gens. Si bien qu'un travailleur à temps plein maintenant dans la grande distribution travaille 32 heures, 35 heures, et si bien qu'ils peuvent travailler jusqu'à 40 sans heures supplémentaires. C'est-à-dire qu'on peut les payer straight time, 40 heures. Et c'est un phénomène à surveiller parce que ça a des conséquences pour les revenus des gens. Oui, mais est-ce que là, à ce niveau, et dans les questions que vous posez aux gérants responsables, aux managers, est-ce qu'ils ne parlent pas plutôt en réduisant le temps de travail de productivité, c'est-à-dire on peut produire plus avec moins d'heures de travail? Alors, ça dépend à qui vous parlez dans la hiérarchie. Les gens du haut ne parlent que des difficultés de compétition, que les marchés sont saturés, qu'il y a un supermarché à 1 kilomètre de chacun de leurs stores, de leurs magasins. Ils parlent énormément du fait que l'industrie a de très grosses pressions de compétition. Non seulement au niveau national ou bien régional, mais également sur le plan international. Moi, c'est surtout une compétition de l'Internet. Mais la plus grosse compétition, c'est Walmart. Parce que Walmart qui vend tout. Qui vend tout, qui fait de l'alimentation, qui vend tout, et jusqu'à récemment, arrivé à vendre beaucoup moins cher, parce qu'ils contrôlent leur chaîne d'approvisionnement et de distribution, effectivement. Et donc, c'est ça. Donc, au niveau au haut des entreprises, vous entendez parler de ça. Au niveau du magasin, vous entendez parler des gérants de magasins et puis des gens qui sont juste en dessous du gérant qui parlent énormément des contraintes qu'ils ont sur les heures de travail. Ils ont un numéro d'heures de budget et alors ils ont ça qui se rétrécit d'une année chaque année et en même temps, ils ont une augmentation de la charge de travail parce qu'on leur dit la seule façon dont on peut être en compétition envers des grandes chaînes qui font du discount, c'est d'offrir beaucoup plus de services, d'avoir un plus beau magasin, d'avoir un étal de légumes qui est très bien agencé et très beau à voir. C'est des heures de travail. Et c'est des heures de travail avec beaucoup d'employés qui sont jeunes, qui travaillent à temps partiel. Et ils ont donc, au niveau du gérant, le gérant, son problème à régler chaque jour, c'est est-ce que j'ai les travailleurs dont j'ai besoin ? Est-ce que j'ai les travailleurs dont j'ai besoin à la bonne heure quand le magasin est plein? Et est-ce que je vais pouvoir approvisionner les étals bien? Et donc, pour eux, c'est vraiment, ils ne vous parlent même pas des goals, des buts au niveau de la réduction des coûts. Ils parlent vraiment uniquement de leurs difficultés. Et pour terminer, nous n'avons que 2 minutes, moins de 2 minutes, mais au point de vue social, est-ce qu'il y a un impact sur la qualité de vie des travailleurs?
Ça, c'est le plus important. Oui, énormément. Il y a un impact au niveau des revenus qui sont non seulement bas, mais très souvent imprévisibles parce que les heures peuvent... Si on vous garantit que très peu d'heures par semaine, il y aurait des semaines qui iront bien, des semaines qui iront mal. Et c'est très difficile de faire des budgets. Au niveau des horaires, ça peut être avoir du travail qui n'est pas très prévisible. C'est très difficile quand on a des enfants à l'école, des enfants à la maison. Au niveau du transport, c'est aussi difficile parce que les horaires, c'est des horaires de nuit, des horaires de week-end, c'est très difficile de gérer le coût de transport. Au niveau de progression sur la carrière, il y a une progression, mais c'est un secteur qui n'offre pas d'énormes augmentations de salaire quand les gens montent, si bien qu'ils ont une charge plus importante, des responsabilités plus importantes, mais des revenus qui ne sont pas aussi élevés que pour correspondre à la responsabilité. Et pour l'assurance médicale? Alors, c'est un très gros problème. Et je crois que c'est une industrie, je ne veux pas parler pour les entreprises en particulier, mais c'est une industrie où même le haut de l'entreprise comprend qu'on a besoin d'un plan d'assurance médicale nationale. Parce que c'est une industrie où, dans beaucoup de magasins, 60% de travailleurs n'ont pas d'assurance médicale du tout. Eh bien, c'est sur ces derniers commentaires de Mme Françoise Carré que nous allons mettre un terme à cette édition de Dialogue francophone sur la chaîne publique de Boston. C'était vraiment très court. Elle a beaucoup à nous dire et j'ai l'impression qu'elle sera notre invitée au cours de la prochaine édition de Dialogue francophone. Sur ce, je vous dis bonsoir et à la semaine prochaine.